السلام عليكم. الزول في اللاون. أود بهذه المناسبة العلمية أن أشكر السيد مدير الجامعة نظير دعمه اللامحدود لإنجاح فعاليات هذا الملتقى الوطني، وكذا اللجنتين العلمية والتنظيمية اللتان صاهرتا على تحضير وإنجاح هذه التظاهرة التي شهدت ما يقرب على مشاركة نحو 30 جامعة جزائرية في هذا الملتقى الوطني. سوف يعالج هذا الملتقى عدة محاور خلال يوم واحد في مجال الطاقة والطاقات المتجددة، وأخص بالذكر إنرجي رينوفلابل يكون ترانسفير تيرميك إي نانو فلويد. يكتسي هذا الملتقى أهمية بالغة حيث يعالج إشكالية الطاقات المتجددة وأهميتها في التنمية الوطنية المستدامة، حيث يدخل هذا مجال الطاقة ضمن أولويات الدولة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حيث يعتبر مجال الأمن الطاقوي من أهم مجالات البحث من خلال مشاريع البحث الوطنية التي شهدت هذه السنة مشاركة فعلية من طرف جامعة باتنا واحد، حيث فازت جامعة باتنا واحد بمشروع وطني للبحث في مجال الطاقة المتجددة. كما تعد هذه التظاهرة العلمية فرصة للباحثين وطلبة الدكتوراه لعرض ومناقشة مختلف النتائج العلمية المتوصل إليها في مختلف هذه المحاور، كما سيسمح بطبيعة الحال بنسج علاقات علمية وتعاون تحت شعار رابح رابح بين مختلف مخابر البحث وكذا الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه على المستوى الوطني، مما سوف يعزز مرئية الباحثين ويساهم في تحسين تصنيف ومرئية الجامعات الجزائرية على المستوى الجهوي الإقليمي ولما لا العالمي. وفي الأخير أتمنى إقامة طيبة لضيوفنا الكرام في ولاية باتنا المضيافة عاصمة الأوراس، وأتمنى أن تنعكس أشغال هذا الملتقى بالفائدة على جميع المشاركين وخاصة طلبة الدكتوراه. شكرا. ثنميرث. السلام عليكم. Azul Fillaoun. Donc, j'ai le privilège de vous faire une petite conférence en 30 à 40 minutes. J'avais prévu de faire plus, mais comme a dit monsieur le recteur, j'ai une autre contrainte. Donc, je voulais vous parler un peu d'une petite expérience d'une quarantaine d'années dans le domaine évidemment de l'enseignement et de la recherche en ce qui concerne l'énergie au sens large. Alors, je veux vous parler des problèmes, pas simplement de l'Algérie, des problèmes de l'urgence climatique dans le monde, à savoir que nous avons de réels problèmes du fait que nous consommons des énergies fossiles. Évidemment, il y a du CO2. Le CO2, évidemment, il est responsable de ce qu'on appelle l'effet de serre. Et l'effet de serre fait que la température augmente. Et quand la température augmente, il y a les bouleversements climatiques. On va y revenir. Alors, pour aller rapidement, voilà globalement la quantité de CO2 dans l'atmosphère. 2500 milliards de tonnes. Ces 2500 milliards de tonnes, en partie évidemment vont dans les océans, mais en partie dans l'atmosphère. Quand ils vont dans les océans, qu'est-ce qui se passe? Je m'adresse aux chimistes. Le CO2 et de l'eau donnent une sorte d'acide, ce qui fait qu'il y a une acidification des océans. Et qui dit acidification des océans, c'est-à-dire que la faune et la flore marine vont souffrir. À سبيل المثال, nous avons le corail du côté de l'Est qui est en train de blanchir du fait justement de l'attaque acide. C'est une conséquence indirecte. Et donc il faut trouver des solutions. Alors qui c'est qui pollue? Vous allez me poser la question, qui c'est qui pollue? Le monde occidental. Qui dit le monde occidental? C'est ce qu'on appelle le G7. Les 7 pays les plus industrialisés. Les États-Unis d'Amérique, c'est 500 milliards de tonnes de CO2. C'est donc important.
La Chine, on dit que la Chine pollue, mais la Chine, ça fait à peine 20 ans qu'elle a commencé à démarrer son industrialisation. Moi, je vous parle de la première révolution industrielle qui a commencé en 1850. Ce qui veut dire, globalement, souvenez-vous, il y a une responsabilité des pays occidentaux dans la catastrophe que nous vivons. Et il faut donc quelque part qu'il y ait une justice qui puisse aider les pays du Sud à pouvoir se battre contre les changements climatiques. Bien, je donne un exemple d'utilisation en quelque sorte de l'énergie. L'Internet, simplement, l'Internet, c'est 1,6 milliard de tonnes de CO2 sur un total de 40 milliards. Quand vous lancez un SMS, vous ne savez rien du tout, mais allez, c'est 50 grammes de CO2. Et votre message, quand il va jusqu'en Californie, où il est. Et les data centers à la Californie, ils ont besoin d'énergie. Et donc, dans ces conditions, ils consomment de l'énergie. Il faut donc arriver à ce que vous pensiez que maintenant, chaque fois que vous êtes un geste, vous dites combien ça coûte en termes de CO2. Est-ce que je pollue? Est-ce que je ne pollue pas? Est-ce que je peux faire moins? Est-ce que je peux faire des efforts? Et c'est il faut que la société puisse commencer à penser en termes d'énergie, en termes de kilocalories, en termes de kilowattheures, de telle façon à dire, est-ce que je consomme d'une façon rationnelle, comme nous consommons actuellement en Algérie. Je donne l'exemple d'une petite île dans le Pacifique. Quand la température de l'eau augmente, les petites îles elles vont être inondées. Alors pour frapper l'imagination, le Premier ministre de cette île, il a fait en quelque sorte son appel à la communauté internationale à partir de l'eau. Elle dit, voilà, je vais être inondé. Et aux dernières nouvelles, l'Australie a accepté de lui donner un petit bout de terre une fois que l'île est immergée. Ça, c'était à la COP26 à Glasgow. Bien, le chauffage, l'augmentation de la chaleur, regardez le Maghreb. On appelle ça un hot spot, c'est-à-dire un point chaud. Il faut savoir que maintenant, où j'ai 2030, 2040, 2050, vous allez vivre avec 2 degrés en plus. Et 2 degrés en plus, c'est beaucoup. C'est énorme. Alors on a calculé à 71 ans regardez comment on arrive de plus en plus à la chaleur. Il faut donc trouver des solutions. Là, c'est un exemple. C'était il y a 2 ans. Je représentais mon pays à la COP27 à Sharm el-Sheikh, où j'avais dit que la COP21, l'accord de Paris, ça y est, parce que les accords n'étaient pas contraignants. C'est-à-dire qu'on s'adresse aux gens, si vous voulez bien réduire, il n'y avait pas de contraintes. Et je me souviens, le président de l'Union internationale des parlements, que les professeurs, vous avez dit tout haut ce qu'on pense tout bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore une varte. Les pays occidentaux ne veulent pas diminuer de leur niveau de vie. Souvenez-vous de Bush, quand il a attaqué l'Irak. Le niveau de vie des Américains ne se discute pas. C'est-à-dire 8 tonnes de pétrole par habitant et par an. Alors, le Sahélien consomme 50 fois moins d'énergie qu'un Américain. En clair, ce que consomme le Sahélien en une année, l'Américain en une semaine. Voilà où est le monde actuel. C'est la réalité du monde. Alors il faut se battre. Et nous allons voir comment. Rapidement, je donne ici la consommation du CO2. Nous sommes à 40 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. La COP21 en était à 30. Maintenant, on en diminue de 2. Non seulement on n'a pas diminué, mais on a augmenté. Nous sommes à 40 milliards de tonnes de CO2. Regardez un peu, là je donne un exemple de la consommation d'énergie d'un Qatari
par rapport à un Sahélien. Regardez l'Américain, le Qatari, la France, etc. Heureusement que les Qataris ne sont pas nombreux. Sinon, Kéritha. Bien. Alors, là, c'est une diapo que j'ai mise il y a à peine 3 jours. Il y a eu des inondations catastrophiques aux Émirats. Allège, ce qu'on appelle les apprentis sorciers. Ils ont envoyé, comme il n'y a pas de pluie, ils ont envoyé un avion qui a jeté des cristaux de sel, NaCl. Il a agrégé les petites molécules d'eau. La pesanteur fait que la température, la goutte est devenue plus lourde. Ils ont eu l'eau. Mais ils ont mal calculé. Ils ont eu des inondations catastrophiques. Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'on dit que le battement d'une aile d'un papillon peut provoquer un ouragan à l'autre bout de la planète, à l'autre bout de la planète. Nous sommes tout liés. Donc, quand je dis un apprenti sorcier, il y a des gens qui n'ont aucune science. Et ils font parce qu'ils ont de l'argent, ils essayent en quelque sorte de perturber le climat. C'est une perturbation du climat. Bon, ils ont mal calculé. Mais il n'empêche que c'est un problème. Voilà globalement la pollution, comment on va être en 2050. Nous serons autour de 10 milliards. Actuellement, nous sommes à peu près à 7,6 en 2018. Nous sommes à 8 milliards actuellement. Et nous allons être comment vivre avec 10 milliards de personnes et faire en sorte que la planète soit toujours vivable. Là, j'ai le potentiel renouvelable installé dans le monde, à savoir que des efforts sont faits. La Chine fait énormément d'efforts, pour le savoir. 60% de l'effort de la planète, il est fait en Chine. Sauf que la Chine, c'est un géant. Il brûle encore du charbon. Donc on a défini la notion de neutralité carbone. Quelle est la limite à partir de laquelle on ne consommera plus d'énergie fossile? Les pays occidentaux, quelque 2050. La Chine, quelque non, 2060. Parce que j'ai encore à me développer. L'Inde, non, 2070. Maintenant, ils vont continuer encore à consommer du charbon. Alors, je passe rapidement parce que nous n'avons pas le temps. Et la neutralité carbone, qu'est-ce qu'elle dit? En 2050, c'est-à-dire que nous ne consommons plus du CO2, d'énergie fossile. Ça ne veut pas dire qu'on ne consommera pas. Ça veut dire qu'on a retrouvé la solution pour séquestrer le CO2 de l'atmosphère et le mettre dans le sol. Les pays occidentaux vous promettent que oui, on peut séquestrer le CO2. Mais il n'y a pas encore d'expérience valable. Ils se projettent dans l'avenir et que le scénario, il n'y aura pas de CO2 dans l'atmosphère, mais le CO2 qu'il y aura, nous allons le séquestrer et le mettre dans le sol. Donc vous voyez un peu les différents scénarios. Si on ne fait rien, c'est du haut, et si on fait des efforts, voilà où on peut arriver. Bon, rapidement. Alors, cette neutralité carbone, qu'est-ce que c'est? Il faut faire des énergies renouvelables, un plan Marshall, des économies d'énergie, l'utilisation des énergies fossiles avec séquestration, donc ce que je viens de dire, l'hydrogène vert. Je fais l'hydrogène vert. C'est ça qui va sauver la planète. L'hydrogène vert, évidemment l'ammoniac. La locomotion électrique, le changement de mode de vie. Il ne faut pas que l'Américain continue à 8 tonnes. Il faut qu'il diminue. Un Américain et un Européen. L'un consomme 8 tonnes, l'autre 4 tonnes. Est-ce qu'on peut dire que l'Américain est 2 fois plus heureux que l'Européen? Ça veut dire quelle est la limite à partir de laquelle il y a de l'exagération? À سبيل المثال, l'Algérie, c'est 1,5 TEP, 1,5 tonnes équivalent pétrole par habitant et par an. Les Américains autour de 8. Les Chinois sont autour de 2. Mais si vous contenez la Chine, c'est 1,5 milliard de personnes. Elle pollue le plus. Mais à l'échelle du Chinois, il pollue beaucoup moins que l'Américain, que l'Européen. Qu'est-ce qui nous attend dans le futur? Rapidement.
Et là, je m'adresse aux jeunes. Voilà l'avenir, comment il va être. Toutes les guerres qu'il va y avoir. Il y aura des guerres pour l'énergie. Les changements climatiques vont donner la famine, la déforestation, le maja'a, les guerres de l'eau. C'est ça le monde du futur. Il faut vous préparer pour cela. Il faut que l'Algérie se prépare pour cela. J'ai même ajouté la cyberguerre. Et tout à fait en bas, la guerre des civilisations. Actuellement, l'islam est en train de subir la guerre des civilisations. On ne veut pas de l'islam dans le monde occidental. La meilleure réponse, la science, le savoir. Je l'ai dit hier, Iqra. Il n'y a que la science qui peut nous sauver. Voilà donc le nouvel ordre. Regardez l'américain. Ce n'est pas une mitraillette, ça. C'est un truc d'essence, là, comment ça s'appelle. Un tuyau pour remplir un réservoir. Voilà les conflits à venir, actuels et futurs. La Chine, les États-Unis. Ça, c'est ce qui va arriver. Et quelle est la position de l'Algérie? Petit pays en face de géants. Et là, pour vous donner une idée, je fais un peu, j'allais dire, c'est de l'initiation à la politique. Regardez le budget américain et le budget de tous les pays. Ils sont à peu près l'équivalent de 700 milliards, plus même 800 milliards de dollars. Et regardez les autres pays, la Chine, la Russie, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'américain, c'est à peu près 1200 dollars. 1200 dollars. Attendez, je reviens ici en arrière. Bon. Nous allons, tel que c'est parti, la dernière guerre que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est l'Iran avec, évidemment, Israël. C'est le prélude de la Troisième Guerre mondiale. Il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. Par le savoir. Il faut qu'on soit très fort scientifiquement. Il faut que l'université fasse sa mue de telle façon à pouvoir répondre aux défis de l'avenir. Voilà les guerres pour les matières premières. 85% des panneaux solaires actuels sont fabriqués en Chine. La Chine, c'est l'atelier du monde. Toutes les terres rares qu'on utilise dans les batteries, qu'on utilise dans les éoliennes, etc., la grande partie vient de Chine. Donc il y a des guerres pour les matières premières, il y a des guerres pour l'énergie, et il y a évidemment aussi des guerres pour l'eau. Actuellement, les futures guerres seront de plus en plus les guerres de l'eau. Vous entendez parler du Nil. Le Nil prend sa source en Éthiopie, mais il faut pour arriver jusqu'au canal de Suez en Égypte. Il traverse 8 pays. Que fait actuellement l'Éthiopie? Il est en train de mettre un barrage ici. Et la guerre va venir entre l'Égypte. Ça veut dire qu'il va assoiffer l'Égypte. Et le Nil ne jouera plus son rôle. La civilisation pharaonique, elle est basée sur le Nil. Ce qui veut dire que ce n'est pas la seule guerre. Il y a actuellement des barrages en Turquie, les deux fleuves. Comment on dit, l'Euphrate et l'autre. Voilà. Viennent de Turquie. Ils sont en train de mettre des barrages. Ce qui veut dire que l'Irak n'aura pas d'eau. Même chose entre Israël et les pays arabes. Le Golan, c'est un château d'eau. La première chose qu'ont fait les Israéliens, c'est de prendre le Golan. Et actuellement, souvenez-vous, un Israélien consomme 100 fois plus d'eau qu'un Palestinien. Voilà le deal. Voilà la réalité du monde. La guerre d'Irak, la guerre d'Ukraine, le prix a été multiplié par 100. Ça veut dire que pour l'énergie proprement dit, regardez où on arrive. Et nous, enfin, disons au gouvernement, nous avons eu un prix du pétrole qui est descendu très bas, autour de 20 dollars, 25 dollars. Ça veut dire que maintenant, le budget de l'Algérie dépend du prix du baril du pétrole. Et c'est un problème. Il faut donc créer de la richesse hors hydrocarbures.
الميزانية تاعنا à peu près à 90%. Ce gouvernement a fait des efforts extraordinaires. Nous étions à 2%, 98 et 2. Actuellement, nous sommes à 90 et 10. Malgré tous les efforts que fait ce gouvernement. Mais il faut qu'on aille plus loin. Il ne faut pas être notre dépendance au pétrole. Voilà les pays qui sont en quelque sorte coincés. Regardez la Libye. Le nombre de pays qui sont en train d'aspirer le pétrole libyen. Même chose en Ukraine. Et j'avais dit une fois, un de mes collègues m'a rappelé que j'avais dit une fois que si vous voulez savoir où sont les bases américaines, cherchez où sont les puits de pétrole. Regardez bien, il y a des bases américaines partout au Moyen-Orient. Souvenez-vous, les Américains, c'est 800 bases américaines dans le monde. C'est-à-dire, il y a un maillage terrible. Ils ne vont pas lâcher. Et c'est un problème. Et voilà donc la guerre d'Ukraine. Comment nous avons payé le blé pratiquement 2,5 fois plus cher parce qu'il y a eu la guerre. Et regardez, l'Algérie est très vulnérable. 70% de notre blé vient de l'extérieur. Il faut savoir cela. Ça veut dire quoi, 70%? Ça veut dire que nous avons le stress hydrique, mais qu'un gèlement. Donc les rendements sont bas. Comment se battre? Là, je m'adresse aux jeunes. Comment augmenter les rendements? Comment développer le Sud? L'avenir du pays, souvenez-vous, c'est le développement du Sud. Voilà donc actuellement où nous en sommes. La Chine, les USA, la Russie et l'Algérie. 1% simplement d'énergie renouvelable. Et là, une bonne nouvelle, à peine un mois, Sonelgaz vient de signer les accords pour le développement de 3000 MW. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie qu'il y a 3000 MW. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons produire de l'électricité solaire. Et souvenez-vous, par aux jeunes, 1000 MW d'électricité solaire nous permettent d'économiser 350 millions de mètres cubes de gaz. Donc les 3000 MW, on a gagné 1 milliard de mètres cubes de gaz par an. Et il faut donc augmenter, c'est ça le modèle énergétique. Faire en sorte que نخرجوا تدريجيا من تبعيات المحروقات. Voilà donc, en ce qui concerne les réserves, on parle beaucoup du gaz de schiste. Oui, c'est une réserve très importante pour l'Algérie, 21 000 milliards de mètres cubes. Mais la technologie n'est pas encore mature. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut préparer d'ici 10 ans. Il faut une veille technologique, savoir ce qui se passe, comment ça se développe aux États-Unis. Il faut créer cette agence de l'environnement comme aux États-Unis pour contrôler les puits. Parce que notre grand problème, c'est que nous avons une nappe de 45 000 milliards de mètres cubes d'eau. C'est ça la plus grande richesse du Sahara, 45 000 milliards. Si vous faites un forage gaz de schiste, c'est une fracturation de la roche. Il y a des chimistes parmi vous. Donc vous avez des plaques très fines. Pour pouvoir enlever les molécules de gaz, il faut fracturer la roche. 600 kilos par centimètre carré. Les molécules, il faut bien les drainer. Qu'est-ce qu'on envoie? On envoie de l'eau, mais on envoie des produits chimiques dangereux. Donc il faut faire gaffe. Parce que les molécules de produits chimiques ne sont pas disciplinées hors le tube. Elles peuvent aller aussi dans la nappe. Et donc, et là je m'adresse aux chimistes, c'est des parties par million, c'est des ppm. Il faut donc faire gaffe. Il faut veiller à ce que la cémentation du puits soit solide, parce que vous faites un forage vertical, ensuite horizontal, pour fracturer la roche et pour faire sortir les molécules. C'est donc pas mature. Alors voilà notre pays. Actuellement, en avril 2024, nous sommes à $90. Mais nous avons connu plus bas. J'ai mis ici tous les gaz de schiste dont je parlais. 1 million de barils jour, j'en parlais tout à l'heure avec monsieur le professeur. 1 million de barils jour,
mais 1 milliard de mètres cubes de gaz par semaine. Ça veut dire 1 milliard. Ça veut dire que nous produisons 100 milliards dans l'année. 50 on les exporte, 50 on les consomme. D'ici la fin 2030, nous ne pourrons plus exporter. Pourquoi? Parce que la consommation devient de plus en plus importante. Et c'est là le gros problème. D'où la nécessité d'aller à marche forcée vers les énergies renouvelables. De telle façon, pour les générations futures, c'est pour vous. Mais c'est l'affaire de tous. Chaque fois, par exemple, sortir d'ici, il faut tout éteindre. Chaque kilowattheure épargné, c'est un kilowattheure disponible pour les générations futures. Voilà ce qu'a fait Sonelgaz, tout ce qu'on a fait. Regardez la consommation, comment elle est pointue. Nous sommes à 45 millions d'habitants. En 62, à l'indépendance, on consommait 1 TWh. Actuellement, nous sommes à 65 TWh. On a multiplié par 65. La population était à 8 millions, maintenant on est à 45. Donc on a multiplié par 5. En clair, nous avons amélioré le niveau de vie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quelle limite? Il faut regarder, c'est pentu. C'est 8% par an. Il faut donc réfléchir à un mécanisme de rationaliser, pas rationner, rationaliser la consommation d'énergie. Voilà. Rapidement, ce que fait Sonelgaz, je passe rapidement là-dessus. Elle a mis en place 1000 bornes. C'est le prélude, si vous voulez, au changement, à la locomotion électrique. Voilà les deux courbes qui font peur. Celle du bas, c'est notre consommation. Celle du haut, nos réserves. Et vous remarquez bien, 2028. Il faut donc quelque part freiner pour cela. Alors, comment l'Algérie doit se projeter dans le futur? Voilà les réserves. Wajana, 14 milliards de barils, 2374 de gaz, de l'uranium. Il faut penser dans le modèle à mettre aussi de l'uranium, les gaz de schiste et le lithium. Maintenant, le plus grand gisement terrestre, c'est les gisements des énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, la géothermie, l'hydrogène vert, le biogaz et le bois énergie. Faire un peu comme beaucoup de pays, on arrive de cette façon-là à faire un modèle énergétique. Nous avons fait les calculs polytechniques, nous serons à peu près en 2035. La semaine dernière, nous avons exposé le modèle avec vous, avec des élèves comme vous, de 4e année de Polytechnique. Il y avait plusieurs ministres qui ont insisté. Nous avons dit qu'en 2035, nous serons à 100 milliards, à 100 millions de tonnes équivalent pétrole en termes de consommation. Maintenant, le biogaz, maintenant, le bois énergie, maintenant, le nucléaire, c'est un bouquet énergétique avec la contribution de toutes les énergies. Alors, voilà le modèle que les élèves ont fait. Nous avons décidé qu'en 2035, 50% de l'énergie serait d'origine renouvelable. Il n'y aura plus que 50% d'énergie fossile. Voilà, donc là, j'ai donné des exemples de l'éco-citoyenneté, de l'ébriété énergétique, c'est-à-dire comment économiser. Et là, simplement, à Alger, quand il y a un embouteillage, c'est l'équivalent de 500 000 litres d'essence qui partent en fumée. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et ça veut dire que 500 000 $, puisque le litre d'essence en moyenne est à $1. Voilà, la transition énergétique, ce que doit faire l'État. L'État ne peut pas tout faire. Actuellement, Sonelgaz va nous installer 3 000 mégawatts par an pour arriver à 35 000 mégawatts. Mais le citoyen dont on a parlé tout à l'heure, monsieur le professeur, a une responsabilité. Il faut donc développer l'autoconsommation.
C'est-à-dire un particulier, il a une maison, 100 mètres carrés, il fait le calcul, il faut à peu près 3 kilowatts. 15 mètres carrés de panneaux solaires, et avec un onduleur, ça revient à peu près 400 000 dinars. Vous dites au particulier, 400 000 dinars, tu auras ta solution. Vous dites que non. Pourquoi? Parce que le prix du kilowattheure est dérisoire. 1 dinar 25. Il faut donc quelque part qu'on revoie la politique des subventions. Mais l'État, quand j'étais aux affaires, on a fait une expérience. On a dit les 400 000 dinars, l'État va donner 200 000 dinars. Et ça commence à prendre forme, c'est-à-dire que l'État va payer 200 000 dinars au citoyen qui, lui, paye 200 000 dinars. Pas comme ça d'un coup, dans sa facture. Et comment l'État va se faire rembourser? Par le gaz naturel non consommé, puisqu'on lui a mis une solution. Et ce gaz naturel, et c'est comme ça que nous pouvons équilibrer. Nous sommes même arrivés à convaincre Sonelgaz que si le particulier il a des panneaux solaires qui produisent beaucoup, Sonelgaz va lui acheter son électricité. Et inversement, quand il n'a pas assez d'électricité, par exemple un nuage ou quelque chose, Sonelgaz l'aide. Et à la fin d'année, un bilan. Voilà ce que j'ai pris, voilà ce que je vous ai donné. Ce sont des solutions. Nous avons lancé la même chose, 3000 chauffe-eau solaires. 120 000 dinars, nous l'avons évalué avec le CDER. L'État donne 60 000 dinars. Ça commence. Mais la roue ne va pas assez vite. Il faut donc aller vite et bien. Alors, je parlais tout à l'heure du bois énergie. Il y a des pays qui plantent des milliards d'arbres. Il y a un arbre qui s'appelle le Polonia, qui a un arbre à croissance très rapide. Souvenez-vous, les jeunes, 2 tonnes de bois égale 1 tonne de pétrole. Donc, vous pouvez avoir, d'une certaine façon, la contribution du bois énergie, c'est-à-dire que vous allez planter, sur 1 hectare, on peut planter 800 arbres qui croissent rapidement. Au bout de 5 ans, vous faites la coupe et le bois obtenu vous permet de contribuer dans le bilan énergétique à environ 3 à 4%. C'est très important. Maintenant, je parle que les énergies fossiles, il faut faire feu, entre guillemets, de tout bois, faire en sorte qu'on puisse pouvoir faire appel au bois énergie, au biogaz, faire appel aussi à la géothermie. Nous avons 282 sources d'énergie géothermique. Alors que c'est une source d'énergie éternelle. Du côté de, comment ça s'appelle, Guelma, il y a la source de Marouf avec Hammam 98 degrés. Vous imaginez 98 degrés? Et nous avons des sources capables de donner de l'énergie électrique. C'est tout ça. Il faut que l'Algérie soit un immense chantier. J'avais dit hier à M. Louali, il faut que chaque wilaya trouve sa solution énergétique, qu'elle fasse l'inventaire de ce qu'elle a et qu'elle développe. Elle peut échanger avec une wilaya d'à côté. Par exemple, avec Béjaïa. Béjaïa a 15 petits barrages hydroélectriques. Et ainsi de suite. C'est une nouvelle vision qu'on a voulu mettre en place au ministère. Un monsieur énergie au niveau des différents ministères, mais aussi un monsieur énergie au niveau de chaque wilaya. Au niveau de chaque wilaya, l'électricité, ce n'est pas uniquement le gaz ou la naphtal pour les carburants. Il faut faire la prospection. Combien j'ai de logements dans ma ville? La rénovation du vieux bâti dont on parlait tout à l'heure. Combien il y a de logements à Batna? Comment je peux les rénover? Comment je peux inciter les citoyens quand ils construisent? Attention, Hadari, essayez de mettre le double vitrage, parce que nous allons gagner 20-30%. Essayez de mettre l'éclairage LED. Petit à petit, c'est une culture que nous allons inculquer. Et ça commence à l'école, qu'on appelle l'éco-citoyenneté. Bien. Bon, là, je parlais effectivement du coût. On ne peut pas continuer avec les coûts dérisoires. Il faut donc revoir la politique des subventions. J'ai parlé évidemment de la locomotion électrique. Voilà le modèle.
2023, voilà ce que nous consommons, et voilà la cible en 2035. L'hydrogène, la locomotion électrique et même la transsaharienne électrique. Je vais essayer d'aller rapidement. La stratégie pour l'hydrogène vert, nous avons la possibilité d'arriver à 3, souvenez-vous, $3 le kilogramme d'hydrogène vert. Et nous n'allons pas exporter du gaz naturel. Parce que l'hydrogène vert, je vais faire un petit cours de chimie, quand vous avez de l'électricité verte, vous dessalez l'eau, il faut que vous ayez une eau pure avec l'électricité. Et ensuite, vous passez la molécule d'eau, on appelle ça l'électrolyse. Vous libérez l'hydrogène. Cet hydrogène-là est un combustible, c'est un carburant et c'est une matière de base de la pétrochimie. Donc on peut tout faire avec l'hydrogène. Il faut qu'on sorte le gaz naturel pour aller avec la civilisation de l'hydrogène. Il faut donc ne pas perdre de temps. Les prix vont diminuer de plus en plus. Donc c'est une révolution. Il y a eu la révolution de 1971. Maintenant, c'est une nouvelle révolution, que vous devez mettre en place. Voilà, donc, ça c'est comment vendre l'hydrogène à l'Union européenne. Nous avons bon espoir d'aller à partir de la Tunisie et vendre à l'Allemagne, en passant par l'Autriche et l'Italie, le gazoduc Nigeria-Algérie, et enfin, reverdir le Sahara. Le président a insisté sur une transsaharienne électrique. Nous avons fait les calculs. D'Alger à Tamanrasset, 1920 km, un train électrique à 500 passagers. Voilà ce qui consomme. Et bonne nouvelle, le ministre de l'Énergie a annoncé la semaine dernière que le réseau du Nord va être relié au mini-réseau du Sud. Ce qui veut dire que nous allons avoir de l'énergie tout le temps. Et petit à petit, nous allons maillés avec des petites centrales. Il y a 30 centrales qui vont être construites et souvenez-vous, le premier kilowattheure renouvelable va sortir en décembre 2024. Il faut que l'effort 3000 MW à l'aqal par an pour arriver autour de 36 000 MW et une sorte d'indépendance. Sinon, nous aurons des problèmes. Et là, je pense que nous sommes tous responsables et nous pouvons y arriver. Pour mettre en place, évidemment, là, ce que je viens de dire, le plan de 35 000 MW, nous allons créer aussi, si on travaille avec le bâtiment, la rénovation des bâtiments, c'est la création de milliers de start-up. On en parlait tout à l'heure avec monsieur le professeur. Quand vous faites un diagnostic énergétique, vous savez où sont les puits thermiques. Et donc, vous donnez ce qu'on appelle les solutions. Et nous avions convenu avec M. le ministre de l'Habitat que maintenant, les nouvelles constructions doivent obéir à un cahier de charges qui permettent de consommer moins en consommant mieux. Et de cette façon-là, actuellement, souvenez-vous, un appartement en Algérie, une habitation, c'est 2 tonnes de pétrole dans l'année. C'est énorme. En Europe, c'est 500 kilos. Qui fait comment on peut descendre? Il y a des efforts. Le double vitrage. Les murs, dans les murs proprement dit, on va mettre des isolants, l'isolation thermique, le plafond, les lampes LED, le chauffe-eau solaire. Et même, nous avons convenu de mettre ce qu'on appelle des plaques chauffantes au lieu de mettre du gaz. Et ça va rentrer dans les nouvelles cuisinières, Inch'Allah, de petit à petit, il y aura des plaques chauffantes. Même si dans un premier temps, ce sera de l'électricité thermique. Mais il y aura un moment où ce sera de l'électricité verte. Mais petit à petit, on va sortir de la situation actuelle. Alors, nous avons un pari. L'Algérie doit rentrer dans les BRICS, souvenez-vous. Et là, je m'adresse à l'université de Betna. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider l'Algérie à rentrer dans les BRICS en termes de recherche? Je donne un exemple. La Russie, c'est 450 000 ingénieurs par an. La Chine, c'est 420 000.
Les États-Unis, à peine 300 000. L'Iran, 300 000 ingénieurs. Nous, on a moins de 10 000 ingénieurs. Il y a donc un effort extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas de cadeau. Ce n'est pas parce qu'ils habonent, mais habonnage. Les on peut s'imposer scientifiquement. Et donc, ce qui va sauver l'Algérie, c'est le fait de rentrer dans les BRICS. C'est un marché de 3 milliards d'individus. Donc nous pouvons exporter, nous pouvons même mettre, entre parenthèses, être protégés. Mais ça ne peut pas se faire à la Babellah. Il faut montrer qu'on est capable, mais il faut donc avoir un système éducatif performant. En conclusion, là je parle un peu de mon expérience. Cela fait 28 ans que chaque année, je fais une journée sur l'énergie. J'ai des élèves comme vous. الأغلبية منهم malheureusement ما مش في البلاد راحوا. Ça veut dire qu'il faut que l'Algérie تكون عندها النخبة, qu'on puisse pouvoir compter sur vous. احنا درنا اللي علينا. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter. On va vous accompagner. Et donc dans ces conditions, il y a des choses à faire. Il nous faut mettre en place rapidement un modèle énergétique pour savoir où nous allons. Il faut savoir consommer moins, consommer mieux. Et surtout, la formation des filles et des garçons qui seront là pour sauver le pays dans les années 2030. Je vous donne à toute fin utile tous les ouvrages que j'ai faits concernant l'énergie. Le dernier ouvrage, c'est quand j'étais ministre, j'ai mis en place le livre blanc du changement climatique que j'ai envoyé aux Nations Unies. Voilà la position de l'Algérie. J'ai fait travailler une vingtaine de chercheurs d'une vingtaine de ministères. Et pour la première fois, l'Algérie avait une voix. On sait ce qu'il faut demander aux Nations Unies et on leur a demandé « aidez-nous à consommer moins en consommant mieux ». À titre d'exemple, vous vous souvenez tous de Bab el-Oued, près de 1000 morts. Pourquoi? C'est ça les perturbations, c'est les inondations, c'est les incendies. Et l'Algérie est très vulnérable. Chaque goutte d'eau compte. Avec le ministre de l'Habitat, nous avons mis en place la nécessité de chaque maison d'avoir une bâche d'eau et d'avoir un dispositif de recueil de l'eau de pluie. Quand un orage tombe sur Alger, c'est 50 millions de mètres cubes d'eau qui vont à la mer. 50 millions de mètres cubes d'eau qui vont à la mer. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ. Il faut donc faire attention. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et la sobriété énergétique, la sobriété heureuse. Il y a un grand professeur français qui s'appelle Pierre Rebhi, qui est un ancien de Béchar, qui est devenu professeur. C'est lui qui parle de qana'a, la sobriété heureuse. C'est-à-dire se contenter. Et c'est là où intervient notre civilisation. Ça veut dire se contenter de peu et faire sa part. C'est ça la sobriété heureuse. Et on ne peut pas changer. On m'a fait un hadith, plutôt un verset du Coran qui dit إن الله لا يغير شيء من قوم حتى يغيروا ما في أنفسهم. بارك الله فيكم. rapidement. أستاذ أنا ممكن؟ شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور شمس الدين شيتور على هذه المحاضرة القيمة. On aurait vraiment aimé d'aller plus loin et avoir plus de questions et étoffer cette discussion sur un sujet aussi stratégique comme le sujet de le futur énergétique. لكن للأسف le temps vraiment presse. On va prendre quelques questions, 2-3 questions, petites questions pour juste animer la discussion. On va نفوتوا la pause café Inch'Allah. Donc le micro est à vous. Une ou deux petites questions s'il vous plaît. تفضلوا. Est-ce qu'il y a un micro baladeur s'il vous plaît?
1030. Shukran, Ustad. Merci bien. Donc, on prend 2 ou 3 questions, s'il vous plaît. Donc, le micro, il est là. Tfadlou. Tfadlou, Ustad. Ça marche. Shukran. Expliquer. Et là, on a vu le ministre de l'Éducation nationale, on lui a fait un projet de programme. Nous avons proposé un baccalauréat du développement durable.
c'est-à-dire que c'est un bac sciences, mais avec toutes les sciences du développement durable, toutes les sciences sur les énergies, sur l'environnement. Et le baccalauréat du développement durable va donner lieu à la formation professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour former des techniciens dans le développement durable? Et évidemment, dans les métiers de l'enseignement supérieur. C'est là qu'interviennent les start-up, qu'intervient l'ingénierat. Quand j'étais au ministère, j'ai mis en place ce qu'on appelle la PGS, post-graduation spécialisée. J'ai pris les deux universités algéroises, Polytechnique et Bebzoar, enfin, Ouari Boumdier. Et on a mis un programme de 1600 heures. 600 heures de cours et un mémoire. Un mémoire qui permet en quelque sorte, par binôme, nous avons pris une trentaine d'étudiants triés par concours, où les 30 ados devraient aller en théorie dans les wilayas. J'ai besoin d'un monsieur énergie dans la wilaya qui parle le même langage que moi. Et donc j'avais écrit à toutes les wilayas, wilayas maintenant comprises, pour leur dire quelle est votre situation énergétique. Il y en a qui n'avaient pas compris. Voilà, je veux s'entendre. C'est pas ça que je vous demande. Moi, je vous demande quel est votre potentiel en termes de wilaya. Faites-moi une analyse historique de votre consommation. Quelles sont les possibilités? Vous avez des sources d'énergie géothermique. Moi, je donne des robinets. Vous avez la possibilité de faire en quelque sorte de l'agriculture. Dites-nous ce qu'on peut faire dans le biogaz. Vous avez du solaire important, vous avez de l'éolien, vous avez des petits barrages. Si vous voulez la wilaya, c'est à l'échelle locale le pays. Et là, évidemment, c'est une nouvelle vision. Et je crois pouvoir dire honnêtement que tous les wilayas, quand ils ont compris ce que j'ai demandé, ils ont adhéré à avoir une carte d'identité. L'autosuffisance, qu'est-ce que je peux faire dans la rénovation du vieux bâti? Dans la wilaya, combien de logements dans la wilaya de Betna? Comment je peux les rénover? Qu'est-ce que je peux dire à celui qui veut construire? Et petit à petit, je vais créer une sorte d'environnement. Bon, tout le monde est concerné et on peut y arriver. Et c'est la solution. Il faut que la société se prenne en charge. Mais il faut qu'il y ait des mécanismes qui permettent d'aider. Quand je dis par exemple, quelqu'un a une maison de 100 mètres carrés, il peut faire pour 3 kilowatts. Qu'est-ce qu'il peut faire avec 3 kilowatts? Un frigidaire, une machine à laver, un four, une télévision, des lampes, etc. qu'il consomme. Il lui faut 15 mètres carrés. Le tout, ça fait 500 000 dinars. Il ne pourra jamais le faire s'il n'y a pas de mécanisme d'aide de l'État. Et on avait convenu 50 ans. Et mieux encore, on avait obligé son Elgaz à lui acheter son excédent et à lui fournir s'il n'a pas assez d'énergie. C'est ce type de solution. En Allemagne, 40% du plan solaire d'Ahom, c'est le privé. Il faut qu'on y arrive. Blaqal. Et je pense que son Betna peut être un exemple. Vous avez une école ici. C'est la seule école dans le pays. Profitez-en. Essayez de faire en sorte que, autour de cette école-là, il y a en quelque sorte la possibilité de faire autre chose. J'ai dit qu'il faut des écoles un peu partout. Et l'école devrait avoir les moyens de donner l'exemple. Inch'Allah, nous allons y veiller. Voilà. Merci. Deuxième question, sinon. Je vais commencer par les groupes que vous avez présentés.
Écoutez, je vous entends pas bien. Donc, je vais commencer par sur les propos que vous avez faits lors de la journée Khalil Naïm. Oui. Bon, j'ai vu ces propos à travers le journal Expression. Et je vais commencer parce que vous avez ces jeunes femmes et jeunes hommes ont admirablement présenté un plan de travail complet permettant à l'Algérie d'aller vers ce qu'il qualifie d'un plan Marshall de l'énergie. Il est question d'utiliser intelligemment nos ressources naturelles pour en faire de nouvelles plus propres et surtout durables. C'est l'espoir du professeur Chito. Donc, ma question, j'aimerais bien que M. Chito nous présente une petite idée sur le plan de travail qu'a présenté ces étudiants parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. Vous êtes enseignante? Oui. Dans le domaine de l'énergie là? Oui. On peut continuer le débat après. Allez-y. Ok. Non, c'est plutôt les propos que vous allez faire touchant plutôt les étudiants d'énergétique et à l'université de Berlin. Parce que, je voulais dire, on fait de la recherche, on enseigne, mais allez-nous et vers où? C'est la question que je pose. Merci, M. Chibou. Oui, mon frère. Saraha Raha. Vous avez bien fait donc d'être honnête scientifiquement, de dire voilà en fait la réalité, c'est vrai, la réalité, mais il ne faut pas croire, honnêtement, il ne faut pas croire que l'horizon est bouché. Il ne faut pas croire que l'horizon est bouché, c'est-à-dire que chacun d'entre nous est comptable, c'est-à-dire doit rendre compte de ce qu'il fait. Je pense honnêtement que l'université de Vietnam, au sens large, proprement dit, devrait avoir les moyens, un minimum de moyens. Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est Vietnam, mais parce que déjà, il y a une première en quelque sorte expérience qui a été faite. Je vous assure que ça n'a pas été simple. Le professeur Leila peut en témoigner. La mise en place de cette école ici. Quand je suis arrivé au gouvernement, le dossier était là depuis 2 ans, je crois. Depuis 2 ans, il était dans un tiroir. C'est pas normal. C'est pas normal. Et j'ai eu le plaisir donc d'accueillir le professeur qui a fait d'ailleurs cette thèse à Polytechnique. Bon. Mais ça n'a pas été facile de convaincre plus haut aussi. Parce qu'on m'a dit, ouais, vous ne savez pas le danger que nous courons. Je ne vais pas vous faire peur. Mais on ne peut pas continuer comme nous le faisons actuellement. Il faut aller vite. Et il faut aller vite et surtout, faire en sorte que la société accepte de jouer le jeu. Parce qu'actuellement, le gros problème, c'est la société qui a l'air, entre guillemets, de penser que les énergies fossiles, c'est l'éternité. Ce n'est pas vrai. Elle a ses limites. L'Europe actuellement, elle a besoin du gaz. Elle a verdi le gaz. Elle l'a verdi. Elle le considère comme vert. Alors c'est faux. C'est 800 grammes. Le charbon est à 1100 grammes. Ça veut dire quoi? Il n'est pas loin le charbon. Mais comme elle a besoin du charbon, elle mèche. Je pollue avec le gaz. Mais ça ne veut pas dire que ça va durer. À un moment ou à un autre, la tonne de CO2, je crois que la tonne de CO2 va être plus chère que le gaz naturel, que le pétrole. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus vendre. Actuellement, elle est autour de $60 par tonne. Maintenant, le couperet va tomber à un moment ou à un autre. Je crois qu'il y a une course de vitesse à mettre rapidement en place cette transition. Et ce que fait actuellement le président, pour la première fois depuis l'histoire, vous savez, jusqu'en 80. Moi, je suis de la génération de Qarabna Ta'mil Mahrabat. Je ne sais pas si vous entendez parler, vous venez me quitter là, le micro-cao, qu'on a fait l'âme, les chercheurs. Je venais de sortir de l'Institut français du pétrole. La force de frappe,
il pleuvait, certes, là, le mouvement qui bouge. Un mois après, on était sur le chemin du développement. Quel era le barrage, quel era les 1000 villages agricoles que la France a détruit 10 000 villages. Bourdieu disait il faut que je puisse au moins construire 1000. D'un kilomètre, on est arrivé à 200. On va aller de loin. 9 chantiers qui concernent la transaérienne. C'était l'un des chantiers. Et évidemment, son attaque, on se retrouve au sud. Les Français là-haut. Nous, jeunes ingénieurs, on a pu remettre. Et on a, en quelque sorte, relevé. On avait ce qu'on appelle le feu sacré. Tu veux chanter la النار المقدس يسار النار المقدس كنا نامن بالبلاد. Et c'est ce qu'il faut. Actuellement, nous avons un président qui a repris la marche parce que M. Bourdieu, dans le cadre on a tout arrêté. On est en train de reprendre approximativement Garage-Villette. C'est extraordinaire, c'est un chantier qui date depuis 60 ans, tout le monde en parle. Mais c'est la première fois. Le rail est en train d'être construit. Maintenant, de char argent. Il n'y a pas que ça. Le port central du centre au niveau de Chercheur, qui va permettre, en quelque sorte, à l'Algérie d'être un hub dans la Méditerranée. Et qui va permettre à l'Algérie d'être dans la route de la soie, seulement avec les Chinois. Et bien encore, le président de pensait, je me souviens, à une transsaharienne électrique. Imaginez le développement. Vous savez, actuellement, c'est le sud qui nourrit le nord. Mais la nourriture pollue. Parce qu'une civilisation qui se développe, c'est par le transport. Il faut donc que le transport change de gamme. Au Sénat, nous avons des sénateurs qui sont divisés. Quand on invite le ministre du Transport nous n'avons pas de transport. Imaginez Alger-Tamanrasset, un train, 1920 km, 12 heures. Ça vous permet de connaître votre pays. Moi, je ne connais pas le Sud. Imaginez ce que ça va être comme développement. Le rail. C'est comme ça que les États-Unis se sont développés. C'est la politique des grands travaux. Franklin Delano Roosevelt, dans les années 30 du siècle dernier, ils avaient des problèmes aux États-Unis. Quel était le transport? Faire ce qu'on appelle des infrastructures de base. La construction des ponts, des routes, des chemins de fer, etc. Neuf de Chine. Il faut que l'Algérie soit un chantier. Imaginez un transsaharienne avec des collatérales. Toutes les régions du pays seront irriguées. Vous pouvez même faire du tourisme. Je veux aller à Janet, c'est 12 heures. Et vous allez développer. Le président a parlé création de villes nouvelles. Entre Ain Salah et Tamanrasset, il y a 700 km. Il y a un pipe d'eau. Puisque Tamanrasset est relié par Ain Salah à travers un pipe d'eau. Maintenant qu'il y a l'électricité solaire, qu'est-ce qui empêche de faire une petite ville? Et c'est là où on va avoir des pionniers, des jeunes qui développent le Sud, comme on fait les États-Unis. Nous pouvons créer des villes nouvelles. On va dégorger le Nord. Et il faut donc faire preuve d'imagination. Et donc, un schéma national d'aménagement du territoire. Voilà, je crois que... Hello everyone. I'm a student. Khadimira, vous êtes étudiante? Yes. Hey. My French is not that good, so I choose to speak English. Yeah, okay. Properly. Let's go. I'm a student in the Higher National School for Renewable Energies, Environment and Sustainable Development. I'm in the fourth year, specialty electrical engineering. On a ma فهمتكش madame. Venez ici, venez.
or solar energy in order to let the gas or natural gas storage for the coming ages. It doesn't sound really, let's say, sustainable because we want to achieve a certain level. Yes, we must have a translator. I will translate. Okay, go on. I will translate. Yeah. So my question is, how we can go immediately, maybe not immediately to the green energy, but after least how we can achieve it step by step. Because if we just still depend on this fossil energy, I don't think that we achieve this sustainability. So thanks. Oui, bon, enfin, step by step, ça c'est sûr. On ne peut pas faire autrement. Et avant une chose, d'abord je remercie l'étudiante d'avoir eu l'idée de penser à cela. نرحب بالسيد الوالي والوفد المرافق له مرحبا بكم معنا. شكرا جزيلا على زيارتنا. Dites, je vais parler pendant 5 minutes tout ce qu'il a dit. نعم. وإكرام للسيد الوالي والوفد المرافق له والاستشهاد يريد أن يعطي ملخص لما قاله في المحاضرة في 5 دقائق فليتفضل مشكورا. شكرا. C'est un grand honneur, Monsieur le Wali, de venir écouter un résumé de ce que je viens de dire à la conférence par les étudiants en ligne. Et je vais leur laisser la conférence. بالخلاصة سيد الولي, j'ai parlé de la situation énergétique du pays. La situation énergétique du pays, ما هما الإمكانيات تاعنا, ما هما يعني طموح تاع الجزائر لكي نبني نموذج تقوي في آفاق 2035. والنموذج التقوي هذا لازم يعني نقلعوا منطقات الكاملة وصورتيه تدريجيا les énergies fossiles. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. قبل هذا تكلمت على ما يجري في المعمورات الكل. معناه ما هما رهانات الغد فيما يخص المعمورات الكل. على سبيل المثال تكلمت على الصين، على الولايات المتحدة، وتكلمت ما هما يعني رهانات الغد فيما يخص استعمال عقلاني للطاقة. يعني احنا تقريب الجزائر نستهلكوا فيما يخص 40 مليار طن تاع CO2. 40 مليار طن معناه تقريبا 17 مليار طن تاع الطاقات الكامنة، منهم الفحم، الغاز الطبيعي والبترول. على سبيل المثال الجزائر تستهلك تقريبا 60 مليون طن تاع البترول وتقريبا مليار متر مكعب تاع الغاز اسبوعيا. Et ça c'est un problème, monsieur le Wali. Ça veut dire que لازم نروحوا تدريجيا لسياسة عقلانية اللي تخلينا نخليو رصيد للجيل الجاي. مليار متر مكعب في الاسبوع معناه 52 مليار طن متر مكعب في العام. الانتاج تاع الغاز تقريبا 100 مليار، نص منهم نستوردوه تصدير الغاز 50 مليار و50 استهلاك. ما هو النموذج التقوي؟ النموذج التقوي يخلينا تدريجيا نقلصوا من تبعية المحروقات
بفضل مشروع مارشال بلان مارشال فيما يخص الطاقات المتجددة، منهم الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة حرارة البحر والأرض الجوهري، والطاقات فيما يخص النووي. النموذج الطاقوي اللي قدمناه السنة اللي فاتت أمام بعض الوزراء، كنا على الأقل كنا نستمر 100 ميجا وات نوكليير، وتساهم تقريبا 3% في النموذج الطاقوي. يعني معناه يعني مشروع عمل. وتكلمت ثاني على ما يخص إمكانيات الاكتفاء الذاتي لكل ولاية. تكلمت لهم عن التجربة تاعي كوزير، كنت طرق كتبت لبعض الولاد وقلت لهم هما الامكانيات تاعكم كيفاش تكونوا يعني تستعملوا الطاقه فيما يخص الولايات تاعكم، هما يعني الامكانيات تاعكم، واش تختاروا باش يكون الاكتفاء الذاتي على قدر الامكان. دونك une sorte d'autosuffisance. Et là j'ai eu la réponse des Wadi. Et c'est un travail qui est repris actuellement avec le ministère de l'Intérieur dans le cadre d'une vision globale qu'on appelle le schéma national d'aménagement du territoire, le SNAT. يعني الهيكل الوطني لاستعمال الكتشف العقلية تاع الولايات على في نظرة جديدة، وإن الطاقة عندها يعني دور كبير. هذه من جهة. من جهة أخرى تكلمت على إمكانيات نخرجوا من تبعات المحروقات بفضل الهيدروجين الأخضر. دونك لابد من أن الجزائر يعني تنطلق المشروع تاعها فيما يخص 3000 ميجا وات، وتكلمت على الشيء اللي دار وقلت هذه معجزة نوعا منذ الاستقلال. هذه المرة الأولى اللي درنا 3000 ميجا وات. Et j'ai dit que le premier kilowattheure, c'est en décembre prochain. Alors il y a à peu près une vingtaine de centrales pour 3000 mégawatts. Je me souviens avoir lancé moi-même 1000 mégawatts. Et M. le ministre de l'Énergie avait lancé 2000 mégawatts avec son étage. Donc les 3000 mégawatts, on vous a. Ça veut dire qu'il y a une marhala l'oula. بصح لازم نحبسوا. Il faut que l'effort soit donné chaque année. Parce que الإمكانيات على مهما يعني اكتشافات ما يقدروش يغطيوا الاستهلاك. On attrape trop des petits gisements. Mais c'est très peu devant la consommation. Et en tous les cas, du point de vue civilisationnel, لازم نخرجوا من الأزق تاع المحروقات. Il faut que l'Algérie voit grand le développement du Sud. J'avais dit, monsieur le Wali, avant que vous rentriez, le président a parlé du transsaharienne électrique. C'est le développement du Sud. Les sénateurs au Sénat, quand ils interrogent M. le ministre des Transports, ils disent parce qu'il transforme ce qu'il y a. Bon. Mais imaginez une transsaharienne. Dans l'exemple que j'ai donné, un train Alger à Madrasset, 1920 km. 500 passagers, 160 à l'heure, 12 heures. Donc on peut envisager. Nous commençons à voir avec Haradji Bilet, nous sommes en train de fabriquer des rails. Il faut que l'Algérie renoue avec les années 70 d'Abou-Medine. C'est-à-dire un immense chantier. Nous pouvons le faire. On avait 100 fois moins de cadres, mais on avait le feu sacré. Maintenant, on a 100 fois plus de cadres et il nous faut le feu sacré pour pouvoir vaincre. Parce que nous sommes dans un monde qui ne pardonne pas. Des civilisations ont disparu. N'abelkum l'Irak wa ma l'Irak qui disparaît. La Syrie qui disparaît. Manabrouche al-Gaza. Il n'y a que la force, le pouvoir, l'intelligence. C'est ça qui peut nous sauver.
Il ne faut pas que l'Algérie soit dépendante des énergies fossiles. Malgré tous les efforts du gouvernement, nous sommes passés de 98% de dépendance à 90%. C'est beaucoup, les efforts, mais ça ne suffit pas. Il faut créer de la richesse hors hydrocarbures, mais surtout, diminuer en quelque sorte le gaspillage. Et là, évidemment, il faut une politique, petit à petit. Ça commence. Tout ça pour dire que Batna peut jouer un rôle important, d'abord avec l'école. Il faut lui donner les moyens. L'école, il faut se battre et on se battra ensemble. Parce qu'elle a une mission, à la limite nationale. C'est la seule école. Il faut évidemment mettre contre l'école, mais il faut former des milliers d'ingénieurs. En 90, j'étais secrétaire général de l'enseignement supérieur, on sortait 8000 ingénieurs. Alors qu'on était 250 000 étudiants. Donc on est 1 800 000. On sort beaucoup. Le grand problème quand même, M. Wally, c'est les 2% du bac. Maths. C'est pas normal. Toutes les nations développées, c'est autour de 20%, 25%. L'Iran, c'est 25%. L'Allemagne, c'est 25%. C'est-à-dire un étudiant sur 4 va en technologie, va en sciences. Il faut qu'on y arrive. Et j'espère, Inch'Allah, que nous sommes les chantiers que le président a développés dans le premier quinquennat vont donner des fruits dans le deuxième quinquennat. Et nous avons le devoir, chacun d'entre nous, de faire